Bonsoir à tous, toutes nos excuses pour ce retard. Au menu de cette session d'information, visite de travail au Bénin du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Portugal. À son arrivée, il est reçu par son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari ce vendredi. Plusieurs sujets de coopération étaient au cœur de la rencontre. Le compte rendu à suivre dans un instant. L'Institut national de la femme a abrité jeudi dernier le lancement de l'ouvrage Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude, écrit par Wefa Vanessa Davito. Il est préfacé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et s'inscrit dans une dynamique de réflexion sur les défis actuels du développement. Vous suivrez le point en cours d'édition. Et puis, session ordinaire du conseil communal de Sémékodi, une vingtaine de points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session présidée par le maire Thomas Singbo. Les temps forts de l'ouverture des travaux à suivre dans ce journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Démarrons ce journal par la visite de travail au Bénin du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Portugal, M. Paulo Rangel. Il était ce vendredi au cabinet de son homologue béninois Olusegun Adjadi Bakari. Tête à tête, séance de travail et signature d'accords de partenariat ont meublé cette visite. Le compte rendu avec Esther Tofa et Simon Holon. Il a foulé le sol béninois ce jeudi et est reçu par le ministre Olusegun Adjadi Bakari ce vendredi. Au-delà de la visite de courtoisie, plusieurs accords ont été signés entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel, et son homologue béninois. Nous partageons une histoire commune et aujourd'hui, nous avons, avec nos équipes respectives, décidé de porter cette relation à un nouveau palier avec comme objectif de pouvoir faciliter la circulation, donc via cet accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, mais aussi attirer de plus en plus d'entreprises portugaises ici au Bénin, que ce soit dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agrotransformation. Donc autant de choses que nous avons décidé de pouvoir développer pour renforcer la relation entre nos deux pays. D'autres accords signés sont relatifs à un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques ainsi que sur les services aériens. Les deux ministres ont également tenu des séances d'échange élargies aux délégations des deux parties. C'est dans le domaine économique que nous pouvons traduire en termes pratiques cette volonté d'avoir un avenir commun. Dans le secteur de la construction, dans le secteur des énergies, dans le secteur agricole, dans l'industrie du tourisme, dans la formation professionnelle, je pense que nous pouvons coopérer très étroitement, d'une forme très étroite. Le ministre portugais des Affaires étrangères a, au terme de sa visite, fait un tour dans la cité touristique de Ouida. Sa démarche vise à renforcer la coopération entre les deux pays afin de le porter à un niveau plus élevé et stratégique. À la faveur de la visite du ministre des Affaires étrangères portugais au Bénin, un mémorandum d'entente a été signé entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin APS et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. Cet accord signé par les responsables des deux agences dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères du Bénin s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. On retrouve Esther Tofa pour le point. C'est un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération institutionnelle entre les deux agences. À travers des objectifs bien définis, cet accord va permettre d'accroître le volume des investissements et des échanges commerciaux entre la République du Bénin et la République portugaise. Ce mémorandum d'entente nous offre le cadre d'agir concrètement autour de trois priorités. D'abord, former et renforcer les capacités des entreprises locales afin d'élever le niveau de compétences et de professionnalisation dans les métiers de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'industrie et du BTP. Ensuite, développer une base industrielle locale à travers l'installation d'unités de production d'équipements et de matériaux de construction. Enfin, encourager les partenariats entre entreprises béninoises et portugaises pour porter ensemble des projets structurants. Conclu pour une durée de 5 ans,
Avec possibilité de révision ou d'amendement par accord mutuel écrit entre les parties, le mémorandum s'appuie sur l'expertise technique et industrielle portugaise ainsi que sur le potentiel de croissance du Bénin. L'enjeu est de créer des conditions concrètes pour permettre aux entreprises des deux pays d'identifier des opportunités d'investir et de se développer ensemble. Cet accord établit une base du travail, mais sa valeur dépendra de notre capacité à le traduire en projet, partenariat et en résultat mesurable. La cérémonie de signature de l'accord a pris fin par un échange de présents entre le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, APIES, et l'administrateur exécutif de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce samedi 25 avril la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette édition ont été lancées ce vendredi à Cotonou par le ministre de la Santé en présence des partenaires techniques et financiers et bien d'autres acteurs acquis à la cause comme Kalilou Fadiga, ancien international de football sénégalais. Le thème retenu par l'OMS cette année est « Mettre fin au paludisme. Maintenant, c'est possible. Agissons maintenant ». Voici le compte rendu de la cérémonie avec Esther Tofa. C'est une forte mobilisation de tous les acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme ici à Cotonou. Il célèbre la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie qui décime des milliers de vies à travers le monde. Mettre fin au paludisme, maintenant c'est possible, agissons maintenant, est le thème de cette année. Ce thème est à la fois un cri d'espoir et un appel à l'action. Maintenant c'est possible parce que nous disposons aujourd'hui d'un arsenal sans précédent. Moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, tests diagnostiques rapides, traitements efficaces et désormais des vaccins antipaludiques. Agissons maintenant parce que chaque jour perdu est une vie perdue. Le paludisme tue encore trop d'enfants et de femmes enceintes. Gagner la bataille contre le paludisme exige certes plus que des moyens. Cela exige une mobilisation constante, une discipline collective et un changement durable des comportements. Au Bénin, les efforts engagés par le gouvernement, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, ont joué un rôle déterminant dans la baisse de la charge virale du paludisme au cours des dernières années. Occasion saisie pour remercier les différents partenaires et réaffirmer l'engagement de mutualiser les efforts pour l'élimination de la maladie. Ce thème met en avant la nécessité d'investir davantage et durablement contre le paludisme, la nécessité de saisir toutes les innovations scientifiques disponibles, que ce soit les nouveaux vaccins, les outils innovants de lutte antivectorielle. Et enfin, ce thème met en avant la nécessaire mobilisation politique. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, j'en appelle à la responsabilité de tous, aux communautés, pour adopter les mesures de prévention et recourir précocement aux soins. Grâce à la santé communautaire aujourd'hui, dès qu'un enfant chauffe dans un ménage, le relais communautaire le détecte et il appelle l'agence de santé communautaire qualifiée qui démarre le traitement immédiatement. La présente célébration coïncide avec le lancement du rapport sur le paludisme dans l'espace francophone que le Bénin a l'honneur de préfacer. L'édition 2026 est couplée avec la quinzaine de la caravane de sensibilisation sur la maladie à Cotonou, notamment à Vossa, Ladi et Sainte-Cécile. Je l'annonçais en titre lancement de l'ouvrage intitulé Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude, écrit par Wefa Vanessa Davito jeudi dernier à l'Institut national de la femme. Il s'inscrit dans une dynamique de réflexion sur les défis actuels du développement. Axé sur le rôle déterminant des jeunes, le livre préfacé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a été enrichi par un panel de haut niveau consacré aux enjeux de sa mise en œuvre. Le point dans ce reportage de Lucrèce Okudjo
Sadio et Elvis Tonocoin, présenté ici par Brice Menaï. Le lancement de l'ouvrage Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude, organisé à l'Institut national de la femme, apparaît comme une initiative opportune dans un contexte marqué par plusieurs défis de développement. Il met en avant le rôle des jeunes comme pilier du développement. En souhaitant à cet ouvrage un plein succès et à ce panel des échanges féconds, je déclare officiellement lancé au nom du ministre d'État, Abdoulaye Bion-Djane, l'ouvrage Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude. L'ouvrage s'arrime à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour l'Institut national de la femme, c'est une boussole. Ce qui rend votre travail remarquable, cher UEFA, c'est votre capacité à faire converger l'agenda 2030 de l'ONU avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette vision holistique est précisément ce dont nous avons besoin. Pour nous, à l'Institut national de la femme, cette notion est une boussole. Elle nous rappelle que l'émancipation et le progrès ne signifient pas le reniement de nos valeurs culturelles. Au dire de son auteur, ce livre est né d'une triple conviction. Je suis animée d'une conviction que le développement n'est pas une fatalité de données statistiques inquiétantes, mais un combat pour la dignité, pour notre dignité africaine. Écrire ce livre, c'est proposer des solutions concrètes pour contribuer à un niveau de vie plus élevé de nos populations. Chaque point de croissance gagné sur les objectifs de développement durable, c'est une famille qui sort de la précarité. Cette cérémonie de dédicace est ponctuée par un panel de haut niveau sur l'impact des objectifs de développement durable pour une économie africaine plus résiliente. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, rend également un hommage aussi éloquent qu'historique aux Amazones des temps contemporains. À travers l'ouvrage Femmes, autonomisation et santé, des révélations plurielles, les deux institutions figent le parcours de ces femmes béninoises de différents âges, brillants de bravoure et de talent dans leurs domaines respectifs. Le point de la cérémonie de lancement de l'ouvrage effectué jeudi dernier à Cotonou avec Hugues Vignigbe et Jocelyn Barriga. L'ouvrage Femmes, autonomisation et santé au Bénin, des révélations au pluriel, est un florilège de 160 figures féminines dénichées aux quatre coins du Bénin qui, entre combats et réussites, façonnent le quotidien et l'avenir de par leur savoir-faire et leur résilience. Ces récits démontrent avec éclat que l'autonomisation et la santé des femmes ne sont pas seulement des enjeux individuels, mais des leviers puissants de transformation sociale et de marche vers l'équité. Il s'agit d'un document symbolique de mémoire, de reconnaissance et de plaidoyer. Un document qui dit à notre jeunesse, à nos filles, à nos partenaires et au monde entier que le Bénin avance avec ses femmes. Un hommage inédit qui appelle quelques témoignages. Je suis épouse d'un ambassadeur. Bon, là-bas, on ne travaille pas, là où on est. Mais quand on est revenu au pays, il dit, bon, écoute, reste occupe-toi des enfants. J'ai dit, hein, moi, jamais. Je suis heureuse d'être autonome et j'insiste pour que chaque femme, chaque jeune fille soit autonome. C'est pour ça que je me bats beaucoup. Appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, la réalisation de cet ouvrage intervient dans un contexte d'évolution générale des consciences relativement à la condition féminine. Aujourd'hui, les chiffres parlent. 78% des Béninois estiment qu'une femme doit décider elle-même du moment de son mariage. Plus de 2/3 pensent qu'elle doit choisir le nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir. Au-delà des récits inspirants, l'ouvrage Femmes, autonomisation et santé au Bénin, des révélations au pluriel, contient une sélection d'avis des femmes sur les thématiques de la santé et de l'autonomisation féminine.
À Semé-Podji, dans le département de l'Ouémé, la 5e mandature du conseil communal entre dans le vif du sujet. Réunis en session ordinaire, les élus locaux posent les bases de leur action pour les mois à venir sous la houlette du maire Thomas Singbo. Voici les temps forts de l'ouverture des travaux. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2026, qui est également la toute première de la 5e mandature du conseil communal de Semé-Podji. Dès l'entame des travaux, le maire Thomas Singbo a réitéré ses chaleureuses félicitations au nom de la commune au président élu Romuald Wadaï. Notre commune peut, à juste titre, se féliciter de ce résultat, avec un taux de participation évalué à 65,24% et plus de 96% des suffrages valablement exprimés en faveur du président élu. Les populations de Semé-Podji ont parlé dans la vérité des urnes avec clarté, maturité et responsabilité. Au président de la République élu, M. Romuald Wadaï, j'adresse au nom du conseil communal et de l'ensemble des populations de Semé-Podji mes chaleureuses félicitations. Je lui souhaite un septennat fécond. Il a par la suite décliné les grandes lignes de sa feuille de route pour les prochains mois, mettant l'accent sur les priorités de développement. Au cours des 3 prochains mois, nous allons conduire des actions urgentes, notamment l'assainissement de nos écoles et collèges confrontés aux affres des inondations pendant la période des examens de fin d'année. La réorganisation des procédures de mobilisation des ressources propres de la commune pour une plus grande efficacité. Le renforcement du dialogue constructif entre la mairie et les entreprises autour de la responsabilité sociétale des entreprises installées sur notre territoire. L'ouverture des voies et la poursuite des opérations de lotissement en souffrance. Notre méthode de travail restera la même, dialogue, action, résultat. Cette session ordinaire qui s'inscrit dans une dynamique de relance des actions communales est prévue pour durer 3 jours. Le conseil communal de Dangbo a également procédé jeudi dernier à l'ouverture des travaux de sa 2e session ordinaire de l'année. Le tout premier de la 5e mandature est présidé par l'autorité communale. Ce conclave tenu dans les locaux de la mairie est consacré à l'étude de plusieurs dossiers relatifs notamment au développement de la commune et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Le point du démarrage des débats avec Hugues Vignigui. Ce matin, la mairie de Dangbo est le point de convergence de tous les élus de la commune. Pour la 2e fois de l'année, le conseil communal se réunit dans le cadre d'une session ordinaire. Composée de 22 points, l'ordre du jour affiche plusieurs validations d'autorisation et de rapports, une communication et la mise en place de quelques organes locaux. 1. Examen et validation du rapport d'activité du conseil de supervision pour la période de février à avril 2026. 2. Constitution des commissions permanentes du conseil communal pour le compte de la 5e mandature. 3. Communication du médecin coordonnateur de la zone sanitaire à Djombonou Dangbo relative au renouvellement des comités de gestion des centres de santé de la commune de Dangbo. Passé la lecture du menu des travaux, les débats s'ouvrent et montent progressivement en intensité. Ils atteignent leur point culminant lorsque l'épineuse question de l'exploitation illégale du domaine de la plaine de Gbefadaro est soulevée. Objet d'une procédure pilotée par un comité interministériel, le site est le théâtre d'affrontements réguliers. Évidemment, ceux qui ont été battus ont enclenché une procédure à l'endroit de ceux qu'ils ont pu identifier dans la masse. Mais si le problème est posé ici, ce n'est pas par rapport à ceux-là qui ont été battus. Mais il paraît que le domaine aujourd'hui est pris d'assaut. On y a installé des cultures. Dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel de ville de Dangbo, les discussions ont également porté sur la validation de l'autorisation du conseil de supervision
pour la démolition des bâtiments du guichet unique des recettes de la mairie et de la bibliothèque Nelson Mandela. En dehors des débats, le conseil communal est outillé sur le renouvellement des comités de gestion des centres de santé de la ville. Ce comité est composé de 9 personnes, à savoir, nous avons 2 représentantes des femmes, dont une doit provenir d'un groupement associatif exerçant dans la communauté. Ensuite, nous avons 2 représentants des jeunes, dont un doit provenir aussi d'un groupement associatif des jeunes exerçant dans la communauté. Et mes impressions sont très bonnes parce que les conseillers, d'ailleurs, on a eu les 100% des conseillers, les 19 étaient présents. Et depuis 10 heures qu'on a commencé, on vient de finir à 18 heures. Et allez-y voir la convivialité dans laquelle nous avons traité les dossiers de notre commune. Ça prouve que nos chers conseillers ont à cœur le développement de notre cité commune. Les travaux de cette deuxième session ordinaire de l'année de la commune de Dangbo s'achèvent lundi 27 avril 2026. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, s'est prêté pour la première fois depuis son accession à la tête de l'institution à l'exercice de présentation du rapport d'activité. Le document a été examiné par ses pairs députés et adopté à l'unanimité. Le point des débats avec Emma Rodon. Pour ce premier exercice de présentation du rapport d'activité, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, a réussi son test. Le document soumis à l'appréciation de ses collègues couvre la période allant du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026. En ce qui concerne le travail législatif, l'Assemblée nationale a examiné, au cours de la période allant du 1er octobre 2025 au 7 février 2026, plusieurs tests qui peuvent être regroupés en 4 catégories. La première, relative à la Constitution, une loi constitutionnelle, 2 lois des finances, 5 lois ordinaires et 7 conventions de financement. Les perspectives sont heureuses puisque nous venons de commencer et pour l'acteur qui a le temps à son profit, les perspectives ne peuvent qu'être de bon augure. Dans leurs différentes interventions, les députés ont unanimement salué la qualité du rapport et félicité le président pour les premiers pas jugés rassurants qu'il a posés à la tête du Parlement. Les perspectives, Monsieur le Président, pour la prochaine gouvernance parlementaire et les prochains rapports, je pense que je me trouve également flatté de par votre parcours et surtout de par le début de votre mode de gouverner le Parlement depuis le 8 février à ce jour. Je ne fais aucune comparaison, mais je note quand même une gouvernance beaucoup plus concertée et on aurait bien souhaité que ça se poursuive de cette manière. Parce que ce qui est fait avant, ce n'était pas avec vous, donc on n'a pas à vous poser de questions là-dessus. Voilà pourquoi je pensais que ça allait passer en un éclair de temps, mais nous sommes en début et votre première présentation doit être jugée avec la grande rigueur et que tout le monde parle. C'est pour ça que nous prenons la parole chacun, je crois, pour essayer de dire ce qu'on pense au moins de la forme et de l'élan que vous prenez. Vous avez commencé par, à l'intérieur, à parler d'une diplomatie parlementaire à laquelle vous avez participé. Et déjà, les éléments de vos discussions nous prouvent que vous êtes soucieux de l'image de notre Parlement. Pour ce qui concerne la qualité du rapport, je voudrais simplement dire qu'il reflète la qualité de l'homme que nous avons en face et que tout ce qui a été mis à l'intérieur de ce rapport et présenté révèle tout ce qui s'est passé pendant la période sous revue. Il n'y a pas encore de la matière à apprécier ce qui sera fait au cours de la 2e législature. Mais je sais que vous, déjà, quand je vous écoute, c'est avec plaisir.
quand je vous lis, je suis séduit. Donc, comme l'a si bien dit beaucoup de camarades, beaucoup de collègues, je voulais dire, nous sommes toujours heureux et serons davantage heureux de piocher dans votre mental pour avancer dans les écrits que vous allez nous présenter les années à venir. Soumis au vote, ce premier rapport d'activité de la 10e législature a été adopté à l'unanimité des députés, consacrant ainsi un démarrage sans fausse note pour le président de l'institution parlementaire. Et puis, la campagne agricole 2026-2027 est officiellement lancée au centre Sinaï Inter, une ferme agricole d'élevage située à Komigéa, dans la commune de Ndali, jeudi dernier. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en présence du ministre conseiller à l'Agriculture, des cadres à divers niveaux du ministère, des acteurs du monde agricole et des autorités politiques et administratives, ainsi que des partenaires techniques et financiers. C'est sous le thème « Compétitivité et durabilité des systèmes de production agricole dans le contexte béninois, défis et perspectives pour la mise en place d'un système de protection sociale des acteurs des chaînes de valeur agricole » que le top de la campagne a été donné. L'objectif étant de travailler pour le mieux-être des producteurs à la base. Jacques Débé et Aurel Winsou pour le reportage. Dans son discours de lancement officiel, le ministre de l'Agriculture a d'abord levé un coin de voile sur les performances réalisées au cours de la campagne écoulée. Et le moins que l'on puisse dire est que les fruits ont largement tenu la promesse des fleurs dans différentes filières agricoles. Mais le gouvernement ne compte surtout pas s'en arrêter là. Le gouvernement a conscience que derrière la statistique, il y a un homme, une femme, une famille. Nous ne voulons plus que l'agriculteur soit le maillon le plus exposé au risque. C'est pourquoi nous passons à l'offensive sur le terrain de la dignité, assurance agricole pour tous. Nous déploierons un système d'assurance indicielle innovant. L'État prend en charge 80% de vos primes. Et en cas de sécheresse ou d'inondation, ce ne sont plus vos économies qui disparaîtront, mais c'est l'assurance qui prendra le relais pour 100 000 petits exploitants. Et pour 2026-2027, 122 000. Travailler pour la dignité des producteurs, c'est l'un des principaux défis de la nouvelle campagne, aux côtés des objectifs classiques d'augmentation de productivité et de résilience face au dérèglement climatique. Pour y arriver, l'exécutif se fixe 3 priorités. La première, la modernisation de notre agriculture. Il s'agit d'accélérer la mécanisation et de réduire la pénibilité du travail agricole. La deuxième priorité porte sur la création de richesses. La troisième priorité est d'ordre social. Une attention particulière sera accordée à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Les autres temps forts de cette cérémonie sont la remise de contrats d'objectifs aux responsables des services déconcentrés et nationaux du ministère et la remise de certificats de communauté championne à la Fédération nationale des producteurs d'amandes et de baies de karité du Bénin, une distinction internationale du Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bon week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.